Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou que vous voulez esquiver un spoil sur un titre en particulier, comme d'hab, il y a le chapitrage, donc voilà, profitez. Sur ce, on a dépassé, j'allais dire, on approche, non, on a dépassé les 3100 abonnés, ça fait plaisir, tout doucement on avance, hein. Maintenant, les 4000, même s'il y a plein d'étapes avant les 4000, voilà. Je rappelle toujours que je suis sur TikTok depuis le début de l'année, où je poste plusieurs vidéos, des fois des coups de gueule, des fois des avis, des fois des reviews, plein de petites choses. Pareil, il y a des trucs sur Instagram, mais c'est plus des petites critiques de manga et des photos. Voilà, c'était un petit instant pub. Petit pouce bleu, laissez un commentaire, partagez, voilà, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on commence. Vous l'aviez peut-être remarqué juste ici, c'est l'artbook Innocent Bleu, donc l'artbook du manga Innocent et Innocent Rouge. Et donc on commence avec le 12e et dernier tome de Innocent Rouge, donc qui vient clore les deux séries Innocent, donc le 12e et on va dire 21e tome de la série, j'allais dire licence, la série Innocent de Shinichi Sakamoto. Petite annonce, normalement au mois d'avril, il y a une vidéo qui va, on va dire, être là pour parler du travail de l'auteur. Donc pas une vidéo sur Innocent, sur Ascension ou d'autres de ses œuvres, c'est vraiment un tir groupé général sur l'auteur et sa carrière et ce qui est disponible en France, même s'il y a beaucoup de choses qui sont plus disponibles et trouvables facilement. Ceux qui l'ont vu sur TikTok, Instagram et compagnie, je peux vous le dire, au mois de février, il y a une vidéo qui arrive, bon, c'est la première semaine de février, donc c'est la semaine prochaine, donc lundi, une vidéo sur Video Girl Eye. Le mois suivant, au mois de mars, ça sera Sanctuary, qui va être réédité chez Glénat, et ça fait super plaisir. Et donc, au mois d'avril, Shinichi Sakamoto. Et j'envisage aussi peut-être de parler dans un avenir proche de Innocent, qui est une œuvre que j'aime beaucoup, c'est vraiment super bien. Et donc, c'est la conclusion de cette série que j'ai beaucoup aimé, que j'ai relu pour l'occasion. Je me suis relu Innocent et Innocent Rouge. C'était prévu en plus de relire aussi toute la bibliographie de l'auteur pour préparer ma vidéo sur sa bibliographie de sa carrière. Et c'est vraiment, lisez Innocent, c'est trop bien. J'en reparlerai sur la chaîne, je ferai une vidéo dessus, mais Innocent, c'est vraiment super bien. On parle de la famille Sanson, donc ils sont les exécuteurs des hautes prévôtés, je crois que c'est ça, des hautes prévôtés de Paris, donc les exécuteurs du roi de France, donc à l'époque c'était Louis XV et après Louis XVI, donc le dernier roi de France, enfin avant la Révolution, après Napoléon, il y a eu Louis XVIII, etc. Bon, c'est tout un bordel, mais je suis pas prof d'histoire, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, c'est super bien. J'ai donc l'artbook que j'avais acheté pendant le premier confinement, donc il y a 1 an et demi, qui est super bien. J'en avais peut-être parlé, je crois que sur Instagram ou Twitter. C'est vraiment un super artbook. Et voilà, en plus, c'est la même image que sur le tome 12, sauf que on a la vraie image là sur l'artbook, et sur le tome 12, on a un filtre rouge qui est prévu, hein, c'est pas Delcourt qui a fait un délire, non, c'est vraiment comme ça. Donc voilà, Innocent Rouge, j'en ai pas beaucoup parlé là dans cette vidéo, mais j'en reparlerai sur la chaîne, c'est trop bien. Marie Sanson, meilleure meuf de tous les temps. Clairement, ceux qui disent oui, best girl de tous les mangas, s'il n'y a pas Marie-Joseph Sanson, c'est de la merde. Et pareil, on pourrait aller un peu plus loin, s'il n'y a pas Lady Oscar, c'est de la merde, parce que Lady Oscar, Oscar François de Jarley, c'est une femme. Donc si elle n'est pas dans un top 10, meilleure waifu de tous les temps, meilleure femme plus badass, c'est pas normal. Marie-Joseph a des coupes des têtes. Est-ce qu'il y a des personnages dans les mangas qui font ça? Non! Donc voilà, ton personnage préféré, ton personnage féminin préféré, ou genre Erza, est-ce qu'elle coupe des têtes? Non! Marie-Joseph, elle le fait. Voilà. Maintenant, on parle du 3e tome collector de Veil, donc toujours par c'est Cotelli, l'auteur. L'artbook, le coffret collector est oufissime déjà. J'ai dit le coffret collector des 2 premiers tomes qui étaient déjà incroyables. C'était vraiment un super papier, une super couverture, il y avait plein de choses, la dorure, la texture. Et alors pour le tome 3 collector, Noévé Graphics, ils se sont lâchés. Alors il y a toujours, le tome en lui-même est toujours très beau, mais le coffret, il y a un effet velours, alors vous le verrez pas, mais il y a un effet velours, il y a du vernis sélectif, il y a de la dorure d'un côté, et alors ce qui est à l'intérieur, alors je sors le coffret, c'est compliqué. Il y a des petits tirés, alors que j'ai pas retiré, enfin j'avais vu un petit peu, je les ai remis en place, qui sont magnifiques. Enfin, en termes de texture, ça met 10-0 à quasiment tous les éditeurs qui nous sortent un petit carton dégueulasse. C'est sympa, hein, mais c'est vrai que là, on a atteint tellement un niveau de qualité que c'est incroyable. Et il y a une petite enveloppe cachetée, alors que j'ai pas voulu retirer. Alors j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est un petit mot de l'auteur, et j'ai vraiment pas envie de retirer le petit seau en cire.
pas pour une envie de le revendre, mais c'est tellement beau que j'ai pas envie de le casser, de le briser, donc je vais le laisser comme ça et voilà. Après, la série Veil en elle-même, il y a pas grand-chose à dire, c'est toujours une succession de petites histoires courtes où il y a pas vraiment de chronologie dans le sens où, à la fin d'un chapitre, tu pas vraiment ce côté genre: «Tu sauras la suite dans le prochain chapitre de la semaine prochaine». Non, c'est vraiment plein de petites histoires feel good qui sont super bien. Donc voilà, Veil, je peux que conseiller. Si vous arrivez à trouver en version collector, allez-y parce que c'est vraiment mais un truc de dingue. Clairement, Noévé Graphics, je suis pas fan de tout leur catalogue, mais en termes de production, de ce qu'ils arrivent à faire, que ça soit Welcome to the Ballroom ou Miss Kobayashi, c'est toujours incroyable en termes de couverture, et ils se lâchent totalement avec Veil. On passe maintenant à Blue Period, tome 7, donc qui vient démarrer le deuxième arc, la deuxième saga de Blue Period. Donc en plus c'est le tome qui fait vraiment suite à l'animé, ceux qui sont arrêtés à l'animé sur Netflix, ça c'est vraiment la suite. Donc avec Yatora qui est rentré donc à Geidai, donc l'école d'art, de beaux-arts de Tokyo, avec son pote un petit peu tsundere, et bam, direct, grosse pression pour lui parce que on commence à faire des... il se rend compte que c'est bien beau d'avoir passé l'examen, c'est bien beau d'être dans l'école. Maintenant, il y a un niveau qui est attendu et il se rend compte que est-ce que il serait pas là par un coup de chance? Il y a un petit délire syndrome de l'imposteur qui se crée pour Yatora, qui est toujours un petit peu présent, mais là qui se renforce un peu plus parce que quand il voit le niveau qu'on attend de lui, il se dit mais moi en fait j'ai commencé la peinture il y a un an. Là, vous me parlez de trucs, moi je comprends pas, je suis pas assez fort, et j'ai hâte de lire la suite. En plus, le tome 8 sera collector, il y aura un petit coffret collector que j'ai précommandé, donc j'en parlerai en vidéo quand ça sortira. Mais en tout cas, ouais, Blue Period, c'est vraiment super bien. Alors j'ai hâte, en plus j'aime bien, c'est que l'auteur n'a pas fait disparaître ses personnages. Il y a plein de personnages un petit peu secondaires que j'aimais bien, notamment, comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est celle qui était super forte, bah, c'est elle, qui était super forte dans son cours de peinture, que je pensais qu'on la reverrait pas et qu'elle reviendrait peut-être dans 3-4 tomes en mode « Ça y est, j'ai intégré l'école de Geidai, mais bon, je suis en première année et vous êtes en deuxième. » Non, non, on va découvrir un petit peu ce qu'elle va faire entre-temps, là, elle va faire la sculpture, et j'ai hâte de voir ça, comment l'auteur va proposer la sculpture dans son œuvre sur l'art, parce que, pareil, j'espère qu'on verra le pote de Yatora, qui est donc celui qui se déguisait en fille, enfin, je sais pas dire qu'est-ce qu'il faisait exactement, enfin, s'il était transsexuel, travelo ou que ce soit, donc je préfère dire il se déguisait en fille, pour pas blesser qui que ce soit, vous savez de qui je parle, qui voulait faire de la mode. J'espère qu'on va découvrir un peu ça, j'espère qu'on va pas juste le revoir dans 10 tomes, parce que c'est un personnage que je trouvais hyper intéressant, et j'ai hâte qu'on découvre un peu plus sur ce personnage-là. Donc voilà, Blue Period, vraiment très très bon. Fairy Tail, l'édition donc intégrale de Hachette, le tome 7, donc c'est la suite du tome 6 où on était dans l'arc de l'île céleste, l'île du paradis, l'île je sais plus c'est quoi l'île, enfin c'est la tour céleste, donc qui revient sur les origines de Erza, donc là c'est la suite et la fin de cet arc-là qui est quasiment tout le tome, c'est la fin de l'arc. Il y a vraiment 2-3 chapitres à la fin qui démarrent, qui font la conclusion de l'arc, et qui démarque l'arc suivant, qui sera donc l'arc de Luxus, donc la fête de Fairy Tail, donc avec l'arrivée de Luxus qui pète un câble, qui veut prendre le pouvoir et qui ramène ses 3 lieutenants et qui foutent le bordel, les Raiden, si je dis pas de bêtises. Et alors, l'arc est vraiment bien, j'aime bien le combat final, j'aime bien les petits derniers combats avec Erza en mode kimono. En plus, il y a un mot de l'auteur par rapport à cette tenue, il dit « Je trouve que le nombril de Erza est un petit cocher érotique. » Cochon, voilà, cochon, Mashima, je m'égare. Franchement, l'arc est super bien. Et alors, comme je disais dans les précédentes mes lectures sur Fairy Tail, moi j'ai lu Fairy Tail quand ça sortait en France. Donc ces arcs-là, je les ai lus quand j'étais au collège-lycée. Ça fait genre plus de 10 ans. Donc j'ai vraiment très peu de souvenirs. Et je me souvenais pas qu'on parlait déjà de Wendy. Genre là, à la fin de ce tome-là, on parle de Wendy. Il y a un passage où tu as, comment ça s'appelle, le Grandin, donc le dragon du ciel, donc celui qui est rattaché à Wendy, qui vient voir le père entre guillemets de Natsu, donc j'ai oublié son nom, putain, Dragnil, non, Dragnil c'est son nom de famille, oui, Ignil, elle le voit, elle dit ouais, j'ai entendu j'ai vu que tu étais manifesté, que t'as aidé ton fils, patati patata, moi j'ai hâte qu'il rencontre Wendy. Et j'ai fait, waouh, il parle déjà de Wendy, et pareil, il parle déjà de Zelef, enfin, il était déjà évoqué depuis très très longtemps, ils en parlaient sur l'île de la Lune, ou avec les origines de Grey, ils en parlaient déjà, même avant avec la flûte, la lubie, c'était Zelef qui l'avait créé, et là on nous dit, ouais, Zelef, il est encore en vie. Et en fait, à l'époque, moi j'ai lu ça, j'ai pas fait gaffe, je savais pas encore qui était vraiment Zelef, parce qu'il est pas vraiment physiquement apparu dans les séries, mais maintenant que je sais qui c'est, je me dis, putain, l'enculé, il avait déjà teasé que le putain de démon roi des enfers de la mort qui tue, il était en vie, alors que tout le monde essayait de le ramener à la vie.
Je trouve ça vraiment génial. Pareil, bah, on utilise que Ulti a travaillé pour quelqu'un de très fort, on ne sait pas encore qui c'est, maintenant que je sais qui c'est, je fais «Oh purée, il était déjà là celui-là!» Et je trouve ça vraiment génial de relire Fairy Tail. Maintenant que je connais un petit peu tous les plot twists, je connais tous les personnages, tous les tenants et aboutissants de certains personnages, je trouve ça super intéressant de relire et de voir que Mashima, on peut cracher dessus par rapport au fanservice, mais il avait quand même une certaine vision de son œuvre, il avait placé des choses en amont pour les réutiliser plus tard, et ça je trouve ça vraiment super bien. Et alors l'histoire de Erza à la fin avec le passage, je me souvenais de ce passage-là qui était vraiment génial, où quand elle se fait réparer son œil et on dit elle pleure plus, elle dit ouais de toute façon j'ai assez pleuré pour une vie, donc c'est normal qu'il n'y ait plus qu'un œil qui pleure, et qu'à la fin, avec ses émotions, elle a pu repasser son passé, elle repleure anormalement. C'est génial, c'est super bien. Voilà, Fairy Tail, j'ai hâte de recevoir le tome 8 et 9 qui sont pas encore arrivés. Donc l'arc de Luxus et donc normalement après l'arc de l'Horatien Seis. J'ai hâte de lire ça. Kingdom, tome 62. Donc ça y est, j'ai lu le tome 62. Et donc je vais attendre le tome 63 et 64 pendant 4-6 mois. Bon, je vais pas m'énerver. Voilà, non, c'est vraiment un super tome. Donc là, c'est la fin de le passage avec... donc, alors, j'ai oublié son nom, alors parce que c'est horrible, parce qu'en fait, les personnages, ils ont quasiment tous les mêmes noms. Il y a Kyukai et Kyurai, qui sont en plus, ils ont la même tenue, qui ont la même technique, donc bon, mon cerveau, il va pas les retenir facilement. Donc, ils s'affrontent, donc il y a la petite conclusion par rapport à ça. J'aime bien comment Kyurai aide beaucoup Kyukai à essayer de pécho Shin, en disant non mais en fait elle est amoureuse de toi, allez, vous mariez maintenant pour faire des enfants. Et Shin il comprend pas, lui débile, lui guerre. Je trouve ça super bien. On a aussi l'avènement des 6 généraux de Kin, même s'ils sont que 5 pour l'instant, mais ils seront 6, et en plus j'aime bien l'explication. Ouais, on pourrait en faire 8, 9, 10, 15, 20, il fait non, 6 c'est bien, c'est un chiffre parfait, 5 c'est pas assez, 7 c'est trop, 6 c'est un bon chiffre. Donc je pense que c'est aussi parce qu'il y a 6 états à conquérir, et donc bon, sans surprise, les 5 sur les 6 c'était évident. Je pensais même qu'ils auraient déjà décidé un 6ème et qu'il allait mourir, et que Shin prendrait sa place, etc. Genre, ou même qu'un autre des 6 autres, enfin des 5 autres se ferait tuer, et donc que Shin, Uon et Mubu, enfin le Muten prendraient leur place, parce que pour moi il est évident que Uon et Muten seront un jour des grands généraux comme Shin. Je trouverais pas ça intéressant qu'il y ait que Shin qui soit un grand généraux. Limite, c'est même le dernier à devenir un grand général, enfin, grand généraux sous les cieux, ça serait, enfin, ces 6 grands généraux, ça serait parfait. Donc, Kanki, Usen, Toki, Mobu et comment il s'appelle, Yantaiwa. Ce qui était évident, c'était les plus grands généraux. Ça me paraissait logique qu'il n'y en ait pas d'autres. Ou alors c'est un personnage qu'on nous aurait caché depuis très longtemps. Soit ça aurait été un personnage Osef, soit un personnage qu'on nous aurait caché depuis longtemps. On dit mais pourquoi t'es pas intervenu, c'est bizarre. Donc ça, c'était logique. Et donc là, on va arriver dans une nouvelle bataille pour l'invasion de Zhao. Bah, vivement le tome 63 pour voir la suite. Surtout qu'en plus, ça va être une alliance Shin-Uon. Ça va être trop bien. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite qui arrivera je ne sais quand. Initial D, tome 44, j'en parle rapidement parce que j'ai pas grand chose à dire, c'est toujours aussi bien. Les courses de poursuite, les courses de voiture, les drifts, c'est super bien. Après, bon, je suis toujours un petit peu tristounet du rythme de publication de la série, même si je crois que ça s'est un petit peu accéléré, mais pour la petite anecdote, j'ai acheté les 40 tomes avant le confinement. J'ai lu les 40 tomes pendant le premier confinement de 2020. En 2022, on est au tome 44. Alors, ok, il y a eu le confinement, ça a bloqué les trucs, mais c'est horrible de se dire que il y a eu 4 tomes en 2 ans, enfin, c'est long. La série est terminée, il y a déjà... Je crois qu'en plus, la nouvelle série de l'auteur, ils sont déjà au tome 16 au Japon. On n'a même pas terminé sa première série en France. Et c'est pareil pour IQ, on est au tome 43, 44. Moi, j'ai acheté les 40 premiers tomes il y a 1 an. Ça veut dire que ça fait 1 an que j'attends la fin de la série en France. Alors, je les ai lus en scan, mais c'est pas normal qu'on attende aussi longtemps, même si une série ne vend pas très bien. Je trouve ça horrible parce que d'attendre aussi longtemps, bon, après je discasse un petit peu, mais voilà, Initial D c'est toujours aussi bien. Si vous avez la chance de les prendre, prenez-les, c'est une super série. Même si vous n'aimez pas les bagnoles, moi je suis pas du tout fan de karting, de voiture, de Formule 1, automoto, j'en ai rien à foutre, mais la série est prenante, c'est trop bien à lire, absolument. On parle maintenant de 2 gros, voire énormes tomes, le tome 11 et le tome 12 de Cobra The Space Pirate. Donc c'est l'arc Magic Doll qui est en 2 parties, donc les 2 tomes font une grosse histoire complète sur 400 pages en couleur. C'est super bien, moi j'ai beaucoup aimé, Issad m'avait dit, le tome, cette histoire Magic Doll elle est super bien, c'est une de nos préférées, et je les comprends, parce que clairement, Cobra The Space Pirate, Cobra The Space Pirate, donc l'édition couleur, ou les Cobra classiques chez Black Box en noir et blanc,
Donc j'ai tout lu jusqu'à présent, donc les 12 tomes de l'édition noir et blanc et les 12 tomes jusqu'à présent sur au moins 16, si je dis pas de bêtises, en couleur, même si certaines reprennent les histoires en noir et blanc. C'est clairement une de mes histoires préférées. Alors, un de ces quatre, alors je dis ça, j'ai dit pareil pour les Doggy Bag, je ferai un jour une vidéo top 5, top 10 de mes histoires préférées de Doggy Bag. J'ai jamais fait, et je sais pas quand est-ce que je le ferai. Je me dis, j'aimerais bien faire la même chose pour Cobra, vous présenter mes 10 histoires préférées de Cobra, surtout que la plupart sont indépendantes, donc vous pouvez les lire sans forcément connaître Cobra. Vous pourrez découvrir, au moins, dire, les petits conseils, je veux dire, le top 10, le best-of de Cobra. Et clairement, je pense qu'il a sa place dedans, parce que l'histoire est super prenante. On a un Cobra qui part en mission pour la police de l'espace pour affronter donc, les pirates de l'espace. Il va sur une planète d'esclaves, il est envoyé pour retrouver une pierre magique qui contient toute la magie d'une galaxie, etc. Donc il y a tout un délire un petit peu mystique dans l'univers. Il retrouve un personnage connu, il y a des nouveaux personnages introduits, notamment, alors il y a un personnage qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il y a une petite magicienne qui doit avoir une quinzaine d'années, qui tombe un petit peu amoureux de Cobra en disant hey, tu pourrais me parler avec respect, je sais que je suis une belle fille, tu pourrais tomber amoureux de moi. Il dit non, moi je tombe qu'amoureux des filles qui ont des gros nibards. Et dit ça a poussé, il fait non, ça n'a pas assez poussé, reviens dans 3 ans. J'ai trouvé ça génial, ça fait penser un petit peu à Shirk avec Guts dans Berserk. Je sais pas si c'est une inspiration de Kentaro Miura. Il y a Dracula, troisième du nom, qui est donc un vampire dans cet univers, qui bronze avec des UV, qui a pas peur, qui est chrétien, qui a pas peur des crocs, etc., qui bouffe de l'ail. Je trouve ça génial. On a aussi donc les méchants qui on voit en plus sur la couverture du tome 2, qui sont super bien, qui s'appellent les Black Raymanta, je crois, ou les Black Ray, je sais plus le nom exact. Il y a tout le délire en plus où l'univers dans lequel ils vont, c'est un peu magique, donc les objets prennent vie, genre ils se déplacent à dos de théières qui ont pris vie, on dirait dromadaires, mi-dromadaires, mi-théières. C'est totalement barré, mais c'est génial. Donc ouais, c'est une super histoire que je vous conseille. Si vous connaissez pas trop Cobra, je dis pas que c'est une bonne porte d'entrée, mais en tout cas, c'est une super histoire. Si vous vous tâtez, prenez au moins ces 2 albums-là. C'est vraiment une super histoire. Il y a aussi les 2 premiers tomes de cette édition, qui sont donc l'introduction de Cobra. Et voilà, en tout cas, si vous connaissez pas, je vous conseille donc l'arc Magic Doll, qui est vraiment super bien. On passe à Glénat avec le 5e tome de l'Oxalie et l'or. Donc on retrouve notre Amélia et Connor qui sont donc dans le Kentucky, j'allais dire le Connecticut, non, c'est le Kentucky. Donc on les avait laissés dans une plantation de coton, donc avec des maîtres et des esclaves. Donc on a en plus fini avec une Amélia qui se faisait enlever par un esclave qui fuyait. Je m'attendais à un début de tome bien plus vénère, et finalement il est bien. L'arc du Kentucky était sympathique. J'aurais aimé en voir un peu plus sur la partie esclavage, comment ils étaient traités, etc. Bon, c'est pas le sujet du titre. Il y a le retour du peintre un peu foufou, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Et donc là, ils arrivaient... Alors, je sais plus où est-ce qu'ils partent ensuite. Ils arrivent à Cincinnati. Voilà. Donc j'ai hâte de lire la suite. En tout cas, là, le tome 5, j'ai bien aimé, mais moyen. Voilà, je suis un peu déçu de l'arc du Kentucky, où j'aurais voulu en voir un peu plus sur la partie esclave, plantation de coton, etc. Mais bon, ils vont pas passer non plus 4 tomes sur un seul état, il faut qu'ils avancent. Leur but, c'est d'aller à Los Angeles. Et là, ils sont encore au niveau des... le Kentucky, si je me souviens de la carte, c'est les grands lacs, donc le Chicago, etc. Donc ils sont même pas arrivés à la moitié des États-Unis. Donc il y a encore du chemin à faire. Tokyo Revengers, tome 16, on est toujours dans l'arc du Tenjiku. Alors, j'avais pas fait gaffe tout de suite en voyant la couverture du tome 16, mais en fait, sur la couverture, c'est Naoto, le petit frère de Emma, je sais plus son nom, la copine du héros. Je pensais que c'était Takemichi au début, quand j'avais vu la couverture de loin, et en fait, j'avais pas fait gaffe, j'ai pas reconnu ses yeux. Je suis totalement débile. Takemichi, après avoir vécu ce qu'il a vécu dans le tome 15, revient encore une fois dans le passé. Là, cette fois, il peut plus vraiment faire d'aller-retour, parce que vu que Naoto est mort dans le présent, enfin dans son présent, il peut plus revenir. Parce que c'est un peu bizarre, parce qu'il aurait pu revenir, mais il n'aurait pas pu retourner dans le passé. C'est un peu bizarre, c'est moi qui réfléchisse pas comme ça, parce que c'est quand il touche la main de Naoto qui fait les allers-retours. Si Naoto meurt dans le futur, pour moi, ça devrait pas l'empêcher de revenir dans le présent. Par contre, ça devrait l'empêcher de revenir dans le passé. C'est mon opinion. Bizarre, mais bon, c'est normal. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc c'est aussi l'introduction de Mucho dans ce tome-là, donc qu'on avait vu un tout petit peu. Alors dans l'anime, on le voit un peu plus, mais dans le manga, on l'avait à peine entreaperçu. Donc qui est le capitaine de la 5e division du Tokyo Manjikai, et qui est un petit peu le comité discipline du Tokyo Manjikai, parce qu'il a le droit de taper les autres membres du Tokyo Manjikai, lui toute sa team. Donc c'est vraiment lui qui régule la loi dans le Tokyo Manjikai. Et en fait, on découvre un peu plus sur la génération 87.
Alors c'est à peine expliqué, c'est pas vraiment bien expliqué dans le tome, je trouve. On nous en parle vraiment, c'est vraiment bref. Alors je me souviens qu'en lisant les scans, c'était bien mieux expliqué. J'avais bien compris c'était quoi la génération 87. Et donc on apprend que c'est un des fondateurs du Tenjiku et que bah il va trahir le Tokyo Manjikai. Il y a aussi tous les délires avec Kokonoi et Inui qui est super intéressant. Et alors en plus c'est marrant, c'est que maintenant tu te remets, tu réfléchis aux arcs d'avant, donc Deep Black Dragon et compagnie, et le personnage de Kokonoi et son importance qu'il a, et je trouve ça super intéressant. Donc ouais, Tokyo Revenger, j'aime beaucoup, ce tome 7, c'était vraiment super bien. Très violent quand même, parce que Mucho, bien agressif, et ça va être à l'image des prochains tomes, quand ils vont affronter le Tenjiku, ça va être bien vénère. On passe à Kana avec Shaman King The Superstar, tome 3. Donc on est toujours dans le flashback, donc j'ai oublié son nom, excusez-moi, c'est Zero Death, donc qui était un personnage créé par l'auteur dans une autre série. Je trouve que le flashback commence à être un petit peu long. J'aurais bien aimé qu'il se termine dans ce tome-là, et en fait on est toujours en flashback du pilote qui va être avec Hana. Ça devient un petit peu long. Alors j'aime beaucoup un peu, on va dire, du fanservice, dans le sens où, à l'époque là, il y avait le grand-père du mec qui a fondé les X-Lo qui était là avec son ange Lucifer, et en plus on voit vraiment le fantôme Lucifer, pas juste comment ça s'appelle, le robot, enfin la voiture robot, mais on voit vraiment un ange qui est en train de piloter le robot. C'est génial, j'espère qu'on verra ça pour les autres X-Lo, même s'ils sont tous morts. J'aimerais bien qu'on revoie les fantômes des X-Lo, et on voit les vrais fantômes, cette fois les anges en tant que tels. Mais voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à dire. C'était bien, mais ouais, je trouve que le flashback commence à devenir un petit peu long à mon goût. Vivement le prochain tome qui en plus, bah, de toute façon, ce tome-là a l'air de finir le flashback. Ça y est, on va revenir un peu sur le présent, sur Hana, le Shaman King, enfin le tournoi, le Flower of Maiden, of Maze, je sais plus exactement le nom exact. Et j'ai hâte de retrouver Hana et toute sa team. Parce que bon, vraiment, le truc qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre du Pacifique, c'est un petit peu long, quoi. Levius S, tome 9, est donc avant-dernier tome de la série. Je crois que le prochain arrive au mois d'avril. Je me relirai sûrement Levius et Levius Est pour l'occasion, parce que, avec le rythme un petit peu dilettant de Levius et des Levius Est, j'ai plus tout en tête. Et là, j'avoue qu'il y a plein de personnages qui arrivent, il y a plein de conclusions d'histoires. Et je l'ai lu, je l'ai un peu survolé, parce que j'ai pas tout compris. Mais voilà, franchement, je crois que la couverture pète, mais j'ai pas tout saisi à l'histoire, parce que ça fait vraiment très longtemps pour le tome 8. Je crois en plus que je l'avais déjà lu de manière un petit peu survolée, donc ce qui fait que Levius Est, ça remonte un petit peu pour moi. Mais voilà, il reste plus qu'un tome, donc je me relirai sûrement l'intégralité de la série pour l'occasion. En tout cas, Levius Est, si vous connaissez pas, allez-y, c'est une série en 9 tomes, et en fait il y a un premier arc qui s'appelle juste Levius qui fait 3 tomes, plus celui-ci qui fera 10 tomes, 13 tomes. C'est une super série que je vous conseille. On va un petit peu dans le passé avec V2 Panzer de Leiji Matsumoto. Alors avant de commencer, je vais peut-être rater l'info, ou alors j'ai juste eu beaucoup de chance, mais en fait j'ai une version avec une couverture alternative qui fait un peu plus rétro japonais, parce qu'il y a des onomatopées, il y a des kanji ou des alors je sais plus si c'est hiragana, katakana ou autre chose, qui est super cool, en plus en papier glacé, là où celui de la couverture de base et pas en papier glacé, j'ai plus le nom exact, mais c'est plus du soft touch. Super histoire, c'est pas ma préférée. J'ai quand même toujours une petite préférence pour Gun Frontier et pour Queen Esmeraldas. Alors je pensais qu'on serait plus dans du Queen Esmeraldas avec la couverture avec une héroïne, qui est clairement Queen Esmeraldas, enfin le personnage féminin type de Leiji Matsumoto, parce qu'on retrouve aussi Harlock, on retrouve aussi, alors pas vraiment le troisième larron, donc vous savez, le petit gros à lunettes qui est toujours le pote de Harlock, qui est là, mais qui est pas vraiment dans son physique de ce personnage-là. Et pareil, on voit Harlock qui s'appelle Sherlock à ce moment-là. Alors je sais pas quand est-ce que ça a été créé exactement, avant ou après Albator, enfin Captain Harlock et Queen Esmeralda. J'ai plus les dates en tête, mais voilà, c'est une super histoire post-apo, futuriste, un petit peu la Mad Max, où la Terre est totalement un désert. Il y a un délire de course de voiture, enfin de moto. C'est sympa, mais c'est pas mon histoire préférée de Leiji Matsumoto. Encore une fois, j'ai pris plus de plaisir avec Gun Frontier et Queen Esmeraldas. Mais voilà, c'était, pour moi, c'est le genre de truc voilà, un petit peu important, parce que c'est vraiment du patrimoine. Et toujours aussi content de ce que fait Kana avec leur titre patrimoine. Ils en sortent pas tout le temps, mais régulièrement. C'est-à-dire qu'on a un Leiji Matsumoto par an, on a un Tezuka, on a un Kazuo Kaimura, et ça fait plaisir de voir tout doucement le patrimoine arriver de manière tout douce, mais quand même, il n'oublie pas, quoi.
comparé à d'autres éditeurs qui font du patrimoine, qui... Ah, ça marche pas, on arrête. Petit tacle à certains éditeurs qui font des éditions patrimoine toutes noires. Je ne citerai pas de nom, mais vous avez compris de qui je parle. Dernier manga de cette vidéo, c'est Yawara, le tome 7. Donc on est quasiment pour l'intégralité sur un tome qui se passe au JO de Corée. Corée, hein, il n'y a pas de résumé, je sais plus. Pour moi, ils sont en Corée, si je me souviens bien. Donc on a la demi-finale, enfin les deux demi-finales et la finale. On n'a pas la petite finale, c'est un peu dommage, même si ça aurait été bizarre parce que y en a une qui est blessée, donc impossible de se battre, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de petite finale. Super bien. Là, on enchaîne du judo, du judo, du judo, du judo. On a des explications, on a l'apparition du daron, enfin, du papa de Yawara, et on nous explique pourquoi il s'est barré, il s'est caché. C'est que Yawara est un génie, est une génie, et qu'elle est super douée au judo, et ça explique aussi pour ça que Yawara veut pas faire de judo, et c'est super intéressant. J'espère qu'on va approfondir un peu plus ce personnage du père dans les prochains tomes. J'espère qu'il va devenir un peu plus important par la suite. Et là, maintenant qu'Yawara est championne olympique, est-ce qu'il y aura un championnat du monde? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un championnat de Tokyo, enfin de Japon? Je ne sais pas. Championnat d'Asie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on utilise le fait qu'ils se reverront à Barcelone dans 4 ans, ou 5 ans, pour les prochains JO. Donc là, je pense qu'on va être plus sur du slice of life, et moins sur du judo, même s'il y en aura toujours un petit peu. De toute façon, quasiment la moitié de la série, il y a 18 tomes. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. En tout cas, il y a des personnages vraiment super stylés, que ce soit la belge ou la russe. La russe qui m'a fait beaucoup penser. En plus, comment c'est monté, c'est Yawara affronte la belge. Sa équipe canadienne se fait battre par la russe, et en plus elle est blessée parce qu'elle a tapé dans sa jambe. C'est genre, t'as tapé à Apollo Creed, je vais te taper maintenant la russe. Il y a un petit côté Rocky 4. Alors je sais pas si Rocky 4 est sorti à ce moment-là, mais je pense que si. Je pense, hein, je pense que c'est quand même plus jeune que Rocky 4. Peut-être que j'ai une connerie. Dites-le moi en commentaire si j'ai des conneries. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a fait penser à Rocky 4 de ce côté. T'as niqué mon meilleur ami, maintenant je vais me venger de toi, espèce de soviétique de mes deux. C'est méchant ce que je dis, mais voilà, vous avez compris l'idée. En tout cas, Yawara, c'est vraiment super bien. Et on finit, comme chaque mes lectures, avec du Astérix, et cette fois, c'est le 3e album, Astérix et les Goths. Alors, j'ai appris que ça se disait pas Goths, parce que, alors, je vais faire un petit cours d'histoire, même si je suis pas prof d'histoire. J'aime beaucoup ça l'histoire depuis quelques temps. J'ai toujours cru que ça s'appelait les Goths à cause de la police gothique, et parce que j'ai toujours cru que les Goths étaient à l'origine de l'écriture gothique. Ça n'a aucun rapport, et donc en fait ça se dit Go, enfin Go, je vais dire Goth, Go, parce que c'est en fait les Go sont à l'origine des Visigoths et des Ostrogoths. Et en plus ils écrivent pareil à la fin, c'est le G-O-T-H-S. Donc voilà, c'est petit cours de vocabulaire. Donc si vous voyez ce mot-là un jour dans un cours, ça se dit pas Goth, ça se dit Go. Voilà. Donc Astérix et les Go. Donc c'est un album où on découvre un des peuples, on va dire, barbares à l'époque de l'Antiquité, de l'Empire romain. Donc les Go qui sont des peuples germaniques qui, alors, après s'être éparpillés, ont formé les Ostrogoths et les Visigoths, qu'on retrouve sur la partie germanique, Europe de l'Est, et en Espagne. Genre les Ostrogoths, c'est des Espagnols. Genre ils sont allés super loin comme les Germaniques. Et donc il y a tout un délire sur ça. Et en fait l'album fait beaucoup de clins d'œil à l'Allemagne telle qu'elle était à cette époque-là. Donc coupé en deux, RFA, RDA. Et il y a tout un délire là-dessus vers la fin, où il y a eu des conflits, etc. Les peuples se sont divisés entre Ostrogoths et Visigoths, donc tu fais le rapport entre la RDA et la RFA. Et c'est un super album, j'ai beaucoup aimé. Je préfère quand même celui d'avant, donc qui était Astérix et la Serpe d'Or, où il y avait... Vu que je suis de la région parisienne, je voyais les blagues. Là, j'avais compris les blagues, mais je les trouve, comme elles sont beaucoup plus anciennes, dû au fait que l'Allemagne est maintenant plus divisée, depuis la chute du mur de Berlin, voilà, tu te dis, bon, tu sens que l'album, il a 60 ans, donc forcément, ça parle un peu moins, mais je pense qu'à l'époque, ça va être très drôle de voir les petites blagues par rapport à l'Allemagne, comment c'était foutu. Pareil, il y a des délires de frontières, etc., qui marchent un peu moins, vu que maintenant, il n'y a plus vraiment de frontières sous l'Union Européenne. Mais voilà, c'est un super album, et j'espère que tu as appris des choses sur les Go, et pas les Goths. Comme j'ai dit pendant très longtemps, on me l'a dit, non, mais ça se dit pas Goth, ça se dit Go. Je fais, ah, première nouvelle. Voilà, donc Astérix, et donc la semaine prochaine, on parlera de Astérix et le Gladiateur, et il y aura sûrement beaucoup de BD, parce que cette semaine,
la semaine où je fais cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup de mangas qui sortent, mais il y a beaucoup de BD, donc je vais sûrement parler beaucoup de BD dans le prochain Mes Lectures. Donc voilà, c'était mon Mes Lectures. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!